Merci de nous rejoindre sur Mobility TV pour évoquer un sujet qui est au cœur des difficultés économiques de beaucoup de Français, la précarité automobile. Elle ne date pas d'aujourd'hui, mais elle est devenue une question politique, on l'a vu depuis novembre dernier, avec le mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce que la précarité automobile dans la France de 2019 ? Qui est concerné ? Comment peut-on y remédier ? On va en parler avec nos invités. Xavier Oran, bonjour. Bonjour. Directeur général du CNPA. Mathieu Flonneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous enseignez à la Sorbonne, à Sciences Po, vous avez beaucoup écrit sur l'automobile. Je montrerai l'un de vos derniers ouvrages tout à l'heure. Vous travaillez sur l'automobile, évidemment, dans sa dimension sociologique. Gilles Serret, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert mobilité inclusive à la direction RSE de Renault. Direction RSE, ça veut dire ? Responsabilité sociale de l'entreprise. Voilà. Et vous avez créé, Renault a créé il y a quelques années, Mobilise. Mobilise, c'est une procédure qui permet de faciliter l'accès à la mobilité pour les gens les plus démunis. Mylène Thévenet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet à l'ADMR. Alors l'ADMR, c'est l'un des plus grands réseaux associatifs de services à la personne. L'ADMR a été fondée en 1945, si je ne dis pas de bêtises, et regroupe 2700 associations autour notamment de l'autonomie. Et donc vous êtes aux premières loges pour voir ce qui se passe sur le terrain. Vous travaillez avec Renault et les garages solidaires de Renault, on en parlera bien sûr dans un instant. Mathieu Flonneau, je commence avec l'historien, le sociologue. Qu'est-ce que c'est que la précarité automobile en 2019, dans la mesure où c'est une très vieille histoire? Il y a toujours eu de la précarité automobile, même au début de l'automobile. Oui. Et surtout peut-être au début de l'automobile, tout le monde n'en avait pas, loin de là. Il y a de la précarité mobilitaire. C'est-à-dire qu'autour du déplacement et du besoin de se déplacer pour accéder à un marché de l'emploi, éventuellement parce qu'on pense à cela tout de suite, il y a toujours eu des tensions. Ouais. Ces tensions, progressivement, déjà, elles se sont créées. Donc il ne faut pas avoir une vision statique du phénomène. C'est-à-dire qu'il y a une explosion récente des mobilités. Grosso modo, depuis les 30 Glorieuses, c'est devenu un besoin vital. Donc on le voit dans la structure de la consommation et dans la structure des dépenses des ménages. Cela a pris une part considérable, qui a eu plutôt tendance à diminuer. Et ça, le problème, ça avait diminué, ça avait diminué. Et précisément, c'est l'enjeu récent depuis 2 décennies, vis-à-vis des questions de précarité énergétique, vis-à-vis des tensions environnementales. On est là devant aujourd'hui quelque chose de dur, quelque chose qui est effectivement dans l'actualité, qui est rediscuté, qui est nommé déjà, c'est quelque chose de très important. Et le pacte mobilité, les conceptions qui sont sous-jacentes derrière la LOM, la loi d'orientation des mobilités, eh bien évidemment laissent entrevoir quelque chose qui s'est constitué sur les 40 dernières années, mais qui depuis 20 ans est sensible. Et aujourd'hui, est ultra sensible. Oui. Mylène Thévenet, qu'est-ce qu'on voit sur le terrain quand on est comme vous à la tête de... Enfin, pas à la tête, mais que vous travaillez à la DMR et que vous êtes présent absolument partout. On est présent partout, surtout dans des territoires assez ruraux. Et du coup, forcément, pour travailler dans l'aide à domicile, il faut se déplacer en voiture. Sans voiture, c'est compliqué de trouver un emploi dans certains territoires. Et c'est vrai que du coup, il y a une forte dépendance aujourd'hui aux voitures. Ouais. Mais cela dit, encore une fois, ça l'a toujours été. Dans les années 60, si on vivait à la campagne et qu'il fallait travailler à l'usine, l'usine n'était pas au bout du chemin. Il fallait avoir une voiture. Et tout le monde n'en avait pas. Hein. Et la structure des déplacements domicile-travail était largement majoritaire aujourd'hui. Ce à quoi l'on assiste, c'est un éclatement justement de ces besoins. Et le domicile-travail n'est plus majoritaire dans les échanges. Xavier Oran, le CNPA qui a le regard global sur tout cela, qu'est-ce que vous dites ? Je ne sais pas si je peux apporter un regard global, je n'ai pas cette prétention ce soir, mais ce qui me frappe, ce qui me paraît intéressant, hélas, de noter, c'est qu'on manque cruellement de cette vision globale pour aborder le problème de la précarité automobile dans son ensemble. Parce que, en préparant cette table ronde, j'ai vu qu'il y avait une réalité statistique, une connaissance extrêmement fine, en fait, des problèmes de précarité en France, et ce, depuis effectivement des années. C'est un sujet qui est travaillé par de très nombreux universitaires, qui est travaillé au sein de ministères ou d'organismes publics, je pense notamment au PIPAM, qui régulièrement produisent des enquêtes sur la mobilité des Français. Et ce qui est assez frappant et navrant, c'est que cette base statistique a été assez peu utilisée, voire pas du tout utilisée par les pouvoirs publics au cours des dernières années, pour concevoir une politique publique globale. J'entends par là, sans faire de jeu de mots, hélas, on a redécouvert la France des ronds-points. Ouais. Et je pense que la mobilité est clairement
un des ronds-points autour duquel il faudrait concevoir des politiques publiques beaucoup plus actives qu'elles n'ont été ces dernières années. Je prends un seul exemple, pour ne pas être trop long, qui est assez rétrospectivement, là encore, assez sidérant. Le président de la République, depuis le début de son mandat, avait annoncé la conception d'un plan pauvreté. Ce qu'il a mis du temps à faire, à être globalement préparé par l'ensemble de ses services, l'ensemble des ministères concernés. Le plan pauvreté, qui tout de même mobilise 8 milliards d'euros sur 4 ans, a été présenté en septembre, si je ne fais pas d'erreur. Quelques semaines avant l'explosion du 17 novembre, qui est la vraie explosion des Gilets jaunes, qui est sur le plan social et sociétal, là, finalement, je pense, la plus intéressante. Ce qui est très regrettable, c'est que ce plan pauvreté, il n'y a pas une ligne sur la mobilité. Oui. Pas un élément. Et ça, c'est caractéristique de ce problème très français, où sur cette réalité statistique qui nous a sauté au visage, les uns et les autres, quand on parle de précarité automobile, eh bien, elle n'a pas été intégrée, en tout cas pas intégrée en amont par les ministères concernés, qui sont restés hyper cloisonnés, alors qu'on voit que la mobilité est clairement un des enjeux absolument crucial par rapport à l'emploi, par rapport à la formation, par un certain nombre d'éléments, mais au-delà de l'emploi et de la formation, c'est l'accès même à un certain nombre de droits élémentaires, qui sont les droits politiques, les droits sociaux, et donc voire même d'accéder aux guichets, parfois publics, qui permettent de délivrer un certain nombre de choses à nos concitoyens. Alors je vais vous donner quelques chiffres, ce sont nos amis de 3A qui nous les ont fournis. Est-ce qu'on achète plus d'occasions en France, de voitures d'occasion? Bien sûr, depuis plusieurs années, le ratio ne cesse d'augmenter. Sur les 10 dernières années, il a pris 2 points, c'est-à-dire pour une voiture neuve achetée aujourd'hui, c'est plus de 5 voitures d'occasion vendues. Ce sont chez les jeunes que le ratio est le plus élevé. Pour une voiture neuve achetée, ce sont 18 voitures d'occasion achetées. On constate qu'entre 2009 et 2018, ces 9 dernières années, ces 10 dernières années, et sur toutes les classes d'âge, les volumes d'achats neufs sont en retrait. Sur toutes les classes d'âge. C'est quand même révélateur. J'en viens à Renault, les garages solidaires. La responsabilité sociale de l'entreprise, c'est une vieille histoire, hein, c'est-à-dire que ça a plus de 10 ans déjà. Oui, ça a plus de 10 ans. Alors, on ne parle pas de garage solidaire, on parle de garage Renault solidaire. Ils sont garages Renault avant d'être solidaires. Alors, expliquez-nous, déjà. Ce sont des garages qui... alors, déjà, ils sont 350 aujourd'hui à être partenaires du dispositif. Ils sont volontaires pour abandonner leur marge, aussi bien sur une offre d'après-vente que sur une offre de location avec option d'achat. Donc, on pourra revenir peut-être sur ce sujet-là. Et puis, une troisième offre qui est en train de se mettre en place avec un véhicule de remplacement, notamment avec un partenaire que vous connaissez, qui s'appelle Identicar. Enfin, j'imagine que vous le connaissez bien, au CNPA. Tout à fait. Voilà, donc c'est une offre globale aujourd'hui, qui a commencé gentiment en 2012, parce que, bien évidemment, il a fallu quand même qu'on essuie les plâtres, qu'on découvre le monde associatif qui pouvait prescrire ces offres-là. Donc déjà, appropriation du dispositif par les associations, compréhension du dispositif, et puis petit à petit, se rassurer qu'il n'y avait pas de piège dans le dispositif mobilisé. Et les garages Renault solidaires, on y va dans la plus grande discrétion, exactement comme les Restos du Cœur. Hein. C'est-à-dire qu'on est reçu comme dans un garage normal, et personne ne sait que... Voilà. Non, juste le responsable qui reçoit l'orientation du prescripteur, donc Pôle emploi, les Restos du Cœur, l'ADMR, pour ne citer que cela, effectivement. Et donc le responsable d'atelier ou le responsable commercial est bien informé, et après, bien évidemment, la facturation est différente. Mais le compagnon ou le commercial qui va travailler sur cette offre-là n'est pas informé de la situation de la personne. Ce qui est frappant, Mathieu Flonneau, c'est les jeunes, évidemment, hein. Le taux de pauvreté en France concerne évidemment beaucoup les jeunes, beaucoup moins les ultra-seniors, enfin les ultra-retraités, mais les jeunes sont particulièrement touchés. Oui, vous avez raison. Et puis il y a des données aussi structurelles, l'accès au permis de conduire, la facilitation de ce qui est aujourd'hui extrêmement coûteux, qui est beaucoup plus sélectif que n'importe quel examen à l'université ou le baccalauréat. On est quand même là devant des points structurants de l'accès à l'automobile et de l'accès à cette nécessité, effectivement, qui est adossée à la question sociale. Ça a été dit, on est là devant un point dur de cette inclusivité de la société pour laquelle tout le monde plaide. Renault, bien évidemment, mais PSA avait une fondation aussi, les Amis de l'Atelier, enfin des choses qui visent justement à faciliter, rendre moins onéreux cette disposition de l'automobile. La rupture, peut-être par rapport à l'histoire, c'est qu'il y a l'accélération des impératifs sanitaires et écologiques
qui se sont invités, si je puis dire, dans le débat, aujourd'hui qui est également incontournable, et l'énorme difficulté collective que nous avons à gérer. Je dis collective parce que c'est tout à la fois l'ensemble de la filière au niveau des constructeurs, des équipementiers, des distributeurs et des réparateurs, bien entendu, mais aussi les pouvoirs publics. Il faudra financer ou trouver les moyens d'un financement de très très grande ampleur en réalité, avec un effort budgétaire sur le long terme, de manière à ne pas passer d'une mobilité qui se veut inclusive à une mobilité qui exclut encore plus que ne le sont aujourd'hui des populations rurales et des populations jeunes ou des populations plus simplement quand vous prenez les 2 premiers quintiles des ménages français aujourd'hui. Donc on est dans une situation extrêmement complexe qui peut enquister aujourd'hui les choses encore plus qu'elles ne le sont, ou plus qu'elles ne l'étaient probablement par le passé. Ça se double effectivement d'une réflexion sur les territoires et la route. Parce que à l'énumération que vous avez faite, évidemment, le secteur routier, les branches routières sont particulièrement sensibles à ce financement d'un réseau dont la vocation était toute républicaine, c'est-à-dire une forme d'isonomie. On va desservir tout le monde. Et aujourd'hui, c'est très coûteux. Et cet entretien est très coûteux. Oui, peut-être que je peux compléter, moi, justement sur la notion d'inclusion. Nous, on a une population qui est plus jeune que la population Renault traditionnelle. Elle a 39 ans lorsqu'elle vient nous prendre un dispositif de LOA. 73% ne sont pas imposables. 30% d'entre eux sont fichés bancaires. Et 86% d'entre eux ont des revenus inférieurs à 1 500 €. Donc, vous voyez, cette offre-là, elle n'est pas accrochée nulle part. Et très peu urbanisée, vraiment... je suppose. On est surtout... Oui, alors principalement du périurbain et du rural. Il ne faut jamais oublier que 40% des ménages français vivent dans des communes de moins de 20 000 habitants. Absolument. C'est 40% des ménages français. Sur 30 millions de ménages, c'est quasiment 12 millions. Ouais. 12 millions de ménages français dont on parle. Et majoritairement, on voit bien... Vos collègues de l'Argus avaient fait une carte, d'ailleurs, qui est assez frappante, dans laquelle, sur cette carte, se superposait le taux, la densité de ménages qui étaient non imposables, avec aussi la part des ménages qui étaient propriétaires d'un véhicule diesel. Donc on voit bien que quand on superpose un certain nombre de cartes pour comprendre le phénomène de précarité ou de précarisation par rapport à l'automobile, on voit que là, il y a un sujet qui, encore une fois, a été passé un peu sous les radars ces dernières années et qui revient quelque part un peu par effraction dans le débat public. Donc les problèmes sont devant nous, avec, comme je l'évoquais à l'instant, ces problèmes de transition, notamment écologique, qu'il va falloir gérer, parce que quelque chose qui m'a paru tout à fait aberrant dans la période récente, par rapport à ce que l'on vient de dire en termes d'inclusion, c'est qu'on raisonne plutôt, hélas, par exclusion. Je pense notamment à la décision des 78 communes de l'Île-de-France, qui consiste à interdire purement et simplement les propriétaires de critères 5, qui n'ont pas d'autre choix de l'utiliser. Tout ça à partir du 1er juillet, c'est ça ? À partir du 1er juillet prochain. Donc on envoie des signaux à une population très fragile, y compris dans ses repères intellectuels. Là, c'est l'exclusion absolue, c'est-à-dire quand on ne peut plus rentrer dans absolue, et il y a un sujet de bonne explication de différentes politiques, parce qu'on s'adresse à des politiques, à des publics qui sont tout à fait spécifiques, et lorsque l'on voit la complexité des aides public, je pense notamment à la prime à la conversion, qui est d'une complexité absolue. Donc il y a d'autres formes d'aide que vos associations, votre association et beaucoup d'autres connaissent au quotidien. C'est que en réalité, l'accès à l'information est en elle-même une difficulté par rapport à ces publics. Alors justement, qu'est-ce qu'on vous demande d'abord quand on vient vous voir pour demander effectivement aide et assistance à la DMR? Qu'est-ce qu'on vous demande d'abord? Les salariés, leur problématique, c'est de pouvoir aller travailler le matin. Donc c'est d'abord du transport. C'est d'abord du transport. C'est donc pour les salariés qui sont en poste, de pouvoir se lever à 7 heures, aller prendre sa voiture et qu'elle fonctionne. Donc d'avoir de l'entretien régulier à des prix abordables. De pouvoir aussi changer sa voiture quand elle devient vieillissante, de pouvoir accéder à des véhicules neufs. Les voitures de 6 ans et plus représentent 61% du parc VO. Il y a 3 régions en France où c'est encore plus important, c'est la Corse, les Hauts-de-France et l'Occitanie, qui sont 3 des régions où le taux de pauvreté est le plus élevé, on est bien d'accord. Oui, après, notamment dans le partenariat qu'on a avec Mobilise, on a une partie sur la réparation des véhicules, mais à partir d'un certain nombre de kilomètres ou d'années d'ancienneté du véhicule, on passe sur l'offre de LOA, justement pour éviter d'avoir des voitures trop anciennes à réparer, ce qui coûte encore plus cher, et qui en termes de sécurité routière n'est pas bon non plus.
pour des salariés qui sont sur la route toute la journée. Donc c'est des vrais sujets. Alors Mobilise, comment ça marche? Mobilise, c'est les garages Renault solidaires, c'est dans Mobilise. Absolument. Voilà. Absolument. Et Mobilise, il n'y a pas que les garages Renault solidaires. Essentiellement. Essentiellement. Enfin, Oui. Mobilise, il y a plusieurs volets. Il y a un Mobilise Invest qui soutient des projets de mobilité pérennes, avec toujours un but social. Il y a un partenariat académique, mais là, je pense que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est les garages Renault solidaires. Donc le principe de fonctionnement, c'est ce qu'on évoquait. C'est une prescription qui est envoyée par la DMR, qui est envoyée au garage, et après, c'est démêlé au garage en fonction de la demande de la personne. Et après, bien évidemment, c'est regardé en détail avec une offre de microcrédit pour faire en sorte que l'offre soit très attractive, y compris pour des intérimaires qui ont des revenus très variables. Voilà, traditionnellement, ces gens-là s'adressent au Bon Coin, pour faire simple. Ils achètent une voiture à 2000 € et elle tombe en panne, ils ne peuvent plus payer et tout s'arrête. Donc nous, on est sur une offre complètement différente. Donc il faut effectivement beaucoup d'appropriation du sujet de la part des associations pour expliquer ce que c'est qu'une LOA. Un travailleur social, quand vous lui parlez de location avec option d'achat la première fois, de loyer majoré, de mensualité d'option d'achat, il vous regarde avec des grands yeux. Donc il y a énormément de temps pour s'approprier le dispositif et être capable de l'expliquer à plus forte raison à des gens en difficulté qui n'ont pas forcément le niveau pour l'intégrer spontanément. Il se dit aussi, c'est pas cher, je vais le faire, etc. Puis après, il s'appelle qu'il y a quand même une valeur de rachat de la voiture. Non, mais je pense que l'intérêt de l'offre, c'est qu'on a une interface qui s'appelle le Club Mobilité. Donc tout ça, c'est justement, l'intérêt, je pense, c'est que les gens ne sont pas en relation avec des commerciaux et on n'a pas d'objectif à respecter. Voilà, donc, je pense que vous ne faites aucun bénéfice, évidemment, absolument. sur toutes ces opérations. Très rapidement, les gens sont mis en confiance parce que c'est des offres qu'ils ne trouveront jamais dans le commerce. Tout est négocié avec des remises supportées par Renault, un abandon de marge fait par le concessionnaire. Quel est le président de Renault qui a lancé cette... on a commencé les réflexions en 2010, ça a été soutenu par le président en 2011, le président Carlos Ghosn, qui nous a donné le feu vert pour constituer une équipe projet, et l'équipe projet est officiellement sortie du bois en juillet 2012, soutenue par le président Ghosn. Mathieu Flonneau, on voit que la bagnole, l'automobile, la voiture reste au cœur de toutes les questions politiques et sociologiques profondes du pays, en fait. Il y a un acharnement, il y a un besoin réel, il y a une forme de dépendance, mais je n'aime pas trop le vocable qui renvoie à quelque chose de médical, parce que cette dépendance, à certains égards aussi, elle est souhaitée. C'est-à-dire que l'automobile n'est pas non plus sa voiture pour être libre. Ce continent de précarité. Il y a aussi une dimension d'accomplissement personnel que l'automobile peut assurer. Alors évidemment, là, on est du côté du bas de l'échelle, mais il y a toute une réflexion qui mérite d'être menée. Vous évoquiez un point important sur le marché de l'occasion. Le marché de l'occasion et l'Argus a été cité. C'est très intéressant parce qu'en 1927, l'Argus est fondé et dans son éditorial, l'Argus dit qu'il faut que l'automobile et la locomotion automobile deviennent un élément structurant du quotidien au même titre que ce qu'elle transporte, et donc le blé et des choses pour faire du pain. Absolument. Et donc voilà, ça a été quelque chose d'évoqué pendant le mouvement des Gilets jaunes qui n'est pas fini, donc je ne devrais pas en parler au passé, mais cette dimension de besoin primaire de consommation dans la structure. Non mais on aurait très bien pu demander plus de transport en commun, vous voyez ce que je veux dire. Mais on le demande également, c'est pas antithétique, simplement. Parce qu'il revient beaucoup, c'est quand même effectivement le prix du carburant, puisque c'est l'origine du mouvement, la voiture, mon objet de liberté, que je n'ai pas dans un transport en commun, que ce soit un car, un train, etc. Donc il y a certains pays où on aurait sans doute demandé plus de trains, plus d'autocars. Non, nous on demande plus de voitures. C'est pas tout à fait vrai. C'est selon les territoires qu'il faut affiner la réflexion. Et ce qu'il faut avoir également présent à l'esprit en termes de prospective, c'est que nos besoins en mobilité vont, loin de se réduire, vont augmenter de manière exponentielle au cours de la prochaine décennie, et que de l'ordre de 1 à 2% selon les études que le CNPA a fait réaliser avec notamment le cabinet Advancy, mais ce surcroît de besoins en mobilité ne pourra pas être absorbé par les transports publics, ne serait-ce que pour des raisons de coût. Donc la réponse sera la voiture, la mobilité sous toutes ses formes, qu'elle soit partagée ou covoiturage. Il y a beaucoup de solutions, y compris sur le plan technologique, maintenant qui rendent un certain nombre de choses possibles. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des éléments très forts qui s'enquistent aujourd'hui. C'est vraiment l'objet de mon inquiétude pour les prochaines années, parce qu'on ne voit pas de solution claire apparaître. Et bien
bien qu'il y ait des premiers éléments de politique qui se mettent en place, ça demande un effort beaucoup plus important parce que la mobilité, apporter des réponses adaptées aux territoires ruraux ou aux ménages les plus pauvres, on parle des plus modestes, mais disons simplement les plus pauvres, demande une politique différente au niveau du rapport au travail, au niveau de l'étalement urbain, donc les questions d'habitat, de l'énergie. Donc il y a une forme de trinité aujourd'hui de la pauvreté qui est entre l'habitat, l'énergie et la mobilité, pour dire les choses simplement. Donc on a un effort encore une fois très collectif à porter. Et ce que j'aimerais dire au nom du CNPA, c'est que on a pris ce sujet à bras-le-corps pour aller plus loin. On avait eu déjà un essai avec Renault à l'époque qu'on n'a pas pu mener totalement à bien. Et on lancera le mois prochain une commission RSE, très précisément. Et on a des partenaires tels qu'Identicar qui sont au niveau du CNPA, très preneurs de travailler dans un cadre beaucoup plus décloisonné qu'il ne l'est aujourd'hui, sur ces questions de mobilité et d'inclusion par la mobilité. Il ne faut pas oublier que, effectivement, la mobilité, et la ministre des Transports, ces caractéristiques l'avait souligné à très nombreuses reprises, un Français sur 4 renonce à un emploi ou une formation faute de solutions de mobilité. Avec un taux de chômage tel qu'on le connaît dans le pays et avec 9 millions de pauvres, qui est quand même un échec patent de toutes nos politiques des 30 dernières années, il va falloir autour de la table se mettre ensemble, se mobiliser sans jeu de mots et trouver des solutions communes parce qu'on n'abordera pas ce problème global sans une solution globale. Alors il y a les mêmes problématiques en Allemagne, en Angleterre, en Italie, etc. Mais il n'y a pas de gilet jaune. Est-ce qu'il y a une explication ? Est-ce que vous avez une idée là-dessus ? Moi pas, je voulais juste revenir sur la notion de se mobiliser. Ce qu'on évoque là, ça concerne toute l'Europe aussi. Je veux dire, il y a des pauvres partout. Mais moi, je reviens juste sur les propos de monsieur, c'est que justement, mobilise encore une fois sans mauvais jeu de mots, parce qu'on s'est mobilisé autour de la table, et du coup, on réunit aujourd'hui des acteurs très différents, associatifs, c'est Identicar, c'est un club mobilité, c'est une multitude de choses qui ont fait que finalement, ça a pu s'engrainer et ça trouve une vraie réalité aujourd'hui. Donc moi, j'ouvre les mains pour qu'on soit encore plus nombreux et que l'offre soit plus variée, qu'elle touche encore plus de monde. Vous avez 350 garages Renault solidaires en France, et dans toute la France ? Oui, c'est-à-dire qu'on considère que c'est plutôt la subsidiarité qui joue son rôle, c'est-à-dire qu'on oriente finalement sur les 350, donc unitairement parlant, la charge est tout à fait supportable pour un garage. ADMR, vous ne faites pas que ça à l'ADMR, hein, vous ne vous occupez pas que de mobilité. Non, on fait en termes d'accompagnement et d'assistance. Non, on travaille sur la fidélisation des salariés de manière globale. Ouais. Donc la mobilité est un élément, puisque forcément la voiture, c'est la problématique numéro 1 pour se maintenir dans le travail, mais également par rapport à nos difficultés de recrutement. On parlait du chômage tout à l'heure, effectivement. Nous, on a énormément de postes ouverts et on n'arrive pas forcément à recruter, notamment parce que des salariés potentiels ont des difficultés à acquérir un véhicule. Donc on réfléchit à des solutions par rapport à ça. Justement pour nous aider aussi sur la partie recrutement. Oui, et ce qui est terrible, c'est de voir que ce sont effectivement, encore une fois, les plus jeunes qui sont les premiers concernés et qui sont les plus pauvres, il faut bien le dire. Hein. Il y a des territoires que les statistiques montrent, mais on est au-delà des réalités statistiques, on est sur des réalités avant tout qui sont des réalités humaines. Mais il y a de très nombreuses enquêtes, les vôtres et d'autres, faites par Total et WeMove par exemple, que j'ai en tête, qui montrent une réalité extrêmement sombre de notre pays, où vous trouvez des territoires où vous n'avez ni abonnement au transport public, ni vélo, ni voiture. Absolument. Donc, les territoires perdus de la République. Ce sont des territoires à reconquérir au niveau de la République, parce que la mobilité est un élément de promesse républicaine en termes d'égalité d'accès aux droits. Et donc c'est un sujet évidemment central, à mon avis, dans le pacte républicain, tel qu'il faut le reconcevoir pour les prochaines années. En 4e de couverture de votre livre, Mathieu Flonneau, qui s'appelle « Défense et illustration d'un automobilisme républicain », il est écrit « L'organisation de la mobilité, notamment dans les villes et leurs périphéries, semble un problème plus technique que politique. » Non. Oui, précisément, c'est tout l'inverse. C'est une question sociale et ce n'est plus du transport. C'est vraiment quelque chose qui inclut. Mais j'ai récidivé parce que celui-ci date de 2014 et en 2016, avec Jean-Pierre Orfeuille, on a écrit un ouvrage intitulé « Vive la route, vive la République » et on réfléchit justement à cette inclusivité des territoires qui sont, à certains égards, à l'écart du pacte global. Social. En tout cas, bravo à ce que vous faites, que ce soit la DMR ou évidemment Renault, à travers cette initiative Renault Garage Solidaire. Merci à vous tous d'avoir participé à ce Mobility TV.